Vous aviez averti, la dernière fois que nous nous sommes parlé, qu'une frappe cinétique semblait presque inévitable, et nous recevons maintenant des informations selon lesquelles Trump l'envisage, parce que les négociations ne semblent pas progresser. L'Iran semble ne pas vouloir bouger. Les Iraniens veulent contrôler le détroit d'Ormuz. Ils veulent pouvoir imposer des frais. Ils veulent maintenant retarder les discussions sur le programme nucléaire. Tout le reste est écarté. Le soutien à leurs alliés, aux groupes mandataires ou alliés, semble non négociable. Le programme de missiles balistiques est évidemment non négociable. Nous sommes donc maintenant dans une position où Trump n'est même pas capable d'obtenir ce qu'il était prétendument capable d'obtenir dans les discussions, les négociations Oman-Genève. Alors je commence à voir que ce que vous dites est presque inévitable, à moins que le blocus économique fonctionne. Eh bien, je pense que c'est probablement vrai. Nous ne pouvons pas en être certains à 100% à ce stade. Nous ne sommes pas assis dans le bureau ovale à écouter la conversation. Mais je reviendrai un instant en arrière pour proposer une sorte d'analogie qui pourrait expliquer où nous dirigeons ensuite. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais en 1914, lorsque la guerre a éclaté et que les Russes ont décidé de mobiliser contre l'Autriche en soutien à la Serbie, il n'y avait pas d'unanimité au sein du cabinet britannique sur l'entrée en guerre. En fait, la plupart des membres du cabinet ont d'abord discuté de la possibilité d'entrer en guerre contre l'Allemagne et ont dit, eh bien, nous avons eu beaucoup de guerres avec les Français. Nous n'avons jamais eu de guerre avec les Allemands. Nos intérêts ne s'opposent pas nécessairement. Et donc, nous ne voulons probablement pas nous impliquer dans cette affaire. Mais le résultat a été, non, ils ont violé la neutralité belge. Nous avons signé cet acte obscur il y a plus de 100 ans. Nous devons revenir dans le conflit et soutenir les Français. Eh bien, Winston Churchill était l'un des principaux va-t-en-guerre. Surprise, surprise. Et il a convaincu le cabinet que la guerre serait décidée en un après-midi dans la mer du Nord par la Royal Navy. Il y aurait une gigantesque action de flotte entre la flotte de l'Atlantique de la Royal Navy et la flotte allemande. Les Allemands perdraient évidemment, et en perdant cette première bataille navale, ils seraient ensuite réticents à poursuivre, et la guerre n'éclaterait pas sur terre. Maintenant, beaucoup de gens se sont dit, mon Dieu, comment peut-on arriver à une telle conclusion ? Quelle différence cela ferait-il pour les Allemands d'avoir ou non une flotte combattant les Britanniques dans la mer du Nord ? Et qu'est-ce qui pouvait faire croire à quelqu'un qu'une victoire de la Royal Navy dans la mer du Nord aurait un grand impact sur l'Allemagne, qui possédait la force terrestre la plus grande et la plus puissante d'Europe, mais vue à travers le prisme britannique, la puissance navale était tout. C'était leur véritable force. Et ils voyaient le monde comme étant façonné par leur puissance navale. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'en fin de compte, ils ont bel et bien envoyé une force en France. Elle ne comptait qu'environ 150 000 hommes. C'était une bonne force, mais elle était cruellement insuffisante pour ce qui était requis. La majeure partie a été détruite alors qu'elle reculait sur 230 000 de la Belgique vers la France. Et à ce moment-là, beaucoup de gens en Grande-Bretagne ont dit « Oups, nous avons fait une erreur, ça va pas marcher. Nous devons limiter nos pertes et sortir de là. » En fait, le commandant du corps expéditionnaire britannique, le général French, a dit « Dirigeons-nous vers les ports. Sortons d'ici. Nous n'avons aucune chance de succès contre les Allemands. Ils nous dominent. » Mais le gouvernement britannique a répondu « Non, nous ne pouvons pas partir. Il y a trop d'enjeux. Il y a l'honneur national. Il y a notre réputation, notre position comme puissance dominante. Nous ne pouvons absolument pas nous désengager. » Et ils sont donc restés, ils en ont payé un prix terrible. Ils ont perdu plus de 800 000 hommes tués. Leur économie a été gravement endommagée. Et au bout du compte, la victoire a été à la Pyrrhus. On peut soutenir que la Grande-Bretagne ne s'est jamais complètement remise de la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que si vous nous regardez, et si vous aviez été dans le bureau ovale à écouter le général Kane et d'autres parler au président Trump, je pense qu'ils auraient formulé des observations semblables. Nous avons la meilleure armée de l'air au monde. Si vous combinez l'armée de l'air avec l'aéronavale, personne au monde ne peut nous tenir tête. Ils n'ont aucune chance. C'est pas un pays fort, leur économie est une fraction de la nôtre, et au fond, ils dépensent peu, être 1% de ce que nous dépensons pour la défense. Donc clairement, nous sommes la nation qui possède un avantage stratégique énorme. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est avéré être le cas.
Parce que la puissance navale ne décidera pas de l'issue de cette guerre. La puissance aérienne non plus. En fait, même la puissance terrestre, si nous en envoyons là-bas, ne changerait rien. Et nous ressemblons beaucoup aux Britanniques. Nous avons une très petite armée. Comment cela a-t-il pu arriver ? Je pense que c'est d'abord et avant tout parce que nous voyons les choses à travers notre propre vision. Autrement dit, nous voyons le monde à travers une lentille qui nous satisfait. Mais elle ne peut être pas réaliste pour le reste du monde. Donald Trump se trouve dans une position terrible parce que, au milieu de tout cela, il n'a cessé de se vanter. Nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus remarquables au monde. Et en passant, c'est l'armée que j'ai reconstruite pendant mon dernier mandat, ce qui est évidemment absurde. Il faut 10 ans pour bâtir une armée. Il faut au moins autant de temps, probablement plus, pour bâtir une force aérienne. Il faut 20 ou 30 ans pour déployer une marine. Il n'a rien construit de nouveau lorsqu'il était au pouvoir. Loin de là. Il est pris dans toute cette grandiloquence, cette fanfaronnade et ce non-sens. Que va-t-il faire ? Et je pense que vous entendez maintenant des conversations semblables à ce qui s'est produit lorsqu'ils ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne en Grande-Bretagne. Eh bien, nous ne pouvons pas reculer, nous ne pouvons pas partir, nous ne pouvons pas admettre que nous avons fait une erreur. C'est impossible. Eh bien, les Britanniques ont renforcé la stupidité. Ils ont gaspillé 4 ou 5 ans et d'énormes quantités de main-d'œuvre et de ressources dans une guerre qu'ils n'avaient pas besoin de mener. C'est notre position actuelle. Seulement, je dirais que notre position est plus faible que celle de la Grande-Bretagne en 1914. Et pourquoi ? Parce que ce que nous faisons est vu par le reste du monde comme une manière de les empêcher d'avoir accès aux éléments essentiels. Le pétrole, l'hélium, le phosphore, les phosphates, et ainsi de suite, dans la liste de toutes les choses qui sortent du Golfe Persique, qui vont vers le sud global et vers l'Europe, et qui sont vitales et essentielles, et que voyons-nous se produire aux États-Unis ainsi qu'en Europe. Les prix de l'essence aux États-Unis ont augmenté de 42%. C'est certainement la plus forte flambée des prix de l'essence depuis 2022. Et elle est en voie de devenir la plus importante que nous ayons vue en au moins 30 ans. Notre secteur agricole subit maintenant un choc lié au coût du diesel et des engrais. Les faillites agricoles sont en hausse de 46%, il y a 9 millions de fermes aux États-Unis. C'est le nombre le plus bas que nous ayons jamais enregistré dans l'histoire. Les prix du diesel ont augmenté de 54% par rapport à l'an dernier. 70% des agriculteurs aux États-Unis disent qu'ils ne peuvent même pas se permettre d'acheter des engrais. Alors la question est, pouvons-nous faire cela ? Et la réponse est, pas très longtemps. Nous n'avons même pas encore parlé du reste du monde qui nous blâme pour ces malheurs et avec une justification considérable, je dirais. Nous avons mis en place ce blocus séparé. Pourquoi avons-nous choisi un blocus ? Parce que nous ne savions pas quoi faire d'autre. Oui, et je pense que le président Trump a décidé de ne pas décider. Il dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je dois y penser. Je dois trouver un chemin à travers tout cela. » Alors nous allons bloquer l'endroit. Eh bien, pour une île comme Cuba, il a fallu 180 navires. Et ce blocus que nous avons mené contre Cuba s'étendait jusque dans l'Atlantique Nord. Nous n'avons pas 180 navires pour bloquer l'Iran. Et l'Iran n'est pas une île. L'Iran dispose de voies par lesquelles il peut importer et exporter des biens, des services et surtout du pétrole. Le point est donc que le blocus est une solution temporaire. Maintenant, il y a eu des discussions du genre. Eh bien, rendons-le mondial. Eh bien, si vous voulez finir en guerre avec la Chine, et regardez les Japonais, les Coréens, les Vietnamiens et tous les autres acclamer les Chinois, c'est là que vous vous dirigez. Mondial. Pardon, colonel, qu'entendez-vous par mondial ? Saisir les navires iraniens à l'extérieur du golfe Persique. Oui, absolument. C'est ce que Exet a dit vouloir faire. Ils en ont saisi un à Malacca, je pense, dans le détroit de Malacca. Exactement. Le détroit de Malacca est un territoire stratégique vital pour la Chine. Les Chinois surveillent très attentivement la mer de Chine méridionale. Pourquoi les Chinois seraient-ils si préoccupés ? Eh bien, ils ont une longue expérience.
Avant que nous devenions problématiques, ils ont dû composer avec la Royal Navy, qui contrôlait la mer de Chine méridionale, et au bout du compte, contrôler leurs ports, les forçant à accepter des millions de tonnes d'opium, créant des dépendants partout dans le pays. C'était les guerres de l'opium menées par la Royal Navy. Lorsqu'ils ont finalement écarté la Royal Navy, que s'est-il passé? Ils ont dû affronter la marine impériale japonaise. La marine impériale japonaise a permis à 1 million de soldats japonais d'entrer en Chine et de tuer des millions de Chinois. Tout cela est lié à Taïwan, c'est lié à la mer de Chine méridionale. Les Chinois ne resteront tranquilles que pendant un certain temps avant de dire finalement les Américains sont fous. Ils sont dangereux. Nous ne pouvons pas permettre que cela continue. Ils ont une flotte. Ils ont la capacité. Combien de temps attend-il avant de descendre dans la mer de Chine méridionale et de traverser directement le détroit de Malacca? Parce qu'après tout, notre petit blocus mondial, si nous le mettons en œuvre, va simplement restreindre davantage l'accès de tous les autres au golfe Persique. Parce que nous vérifions non seulement tout ce qui en sort, mais nous n'allons probablement pas laisser entrer quoi que ce soit. Toute cette affaire est une catastrophe. Et Donald Trump doit prendre une décision. Quels sont les 3 choix qu'il peut faire? Il peut dire « c'est stupide et pour des raisons humanitaires, je mets fin à notre conflit avec l'Iran ». Nous allons devoir trouver d'autres façons de résoudre nos différends, c'est le premier choix. Deuxièmement, il peut dire « je vais maintenir ce blocus aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que les Iraniens meurent tous de faim et finissent par crier « grâce », comme il l'a mentionné l'autre jour. Eh bien, cela n'arrivera pas. Les Iraniens vont certainement survivre à cela. Ils vivent dans une immense forteresse entourée de montagnes. Ils disposent de quantités inépuisables de missiles et de systèmes sans pilote. Ils peuvent frapper tout ce qui s'approche à moins de 500 000 de leurs frontières ou plus, ils vont nulle part. Cela nous ramène donc à ce que vous demandiez au départ. Pourquoi ne pas reprendre les frappes cinétiques? Pourquoi ne pas recommencer la guerre aérienne et balistique? Et rappelez-vous, vous avez des milliers de troupes au sol qui pourraient, du moins en théorie, être employées d'une manière ou d'une autre dans le golfe Persique. Alors que va-t-il faire? Encore une fois, il faut revenir à la nature de Trump. Et la nature de Trump, c'est Roy Cohn. Et qu'est-ce que Roy Cohn lui a appris? Premièrement, tout nier. Deuxièmement, attaquer, attaquer, attaquer. Troisièmement, transformer tout en victoire. Mais Donald Trump n'est pas un homme stupide. Il ne peut pas simplement s'éloigner de cette affaire et dire « Eh bien, nous avons tout détruit. Nous avons gagné. » Je veux dire, vous ne pouvez dire qu'un certain nombre de fois à tout le monde « Oh, nous avons vaincu leur marine. Nous avons vaincu leur armée, ou excusez-moi, leur force aérienne, qui sont toutes deux sans importance pour les Iraniens, et personne n'y croit. » Cela signifie donc qu'il fait face à une humiliation nationale. Je pense donc que la seule manière pour lui de s'en sortir est de reconnaître que nous souffrons davantage chez nous à cause de cela que ce qui est bon pour lui, politiquement, est bon pour le peuple américain. Et deuxièmement, il doit comprendre que le monde entier s'aligne progressivement avec l'Iran contre nous. Alors que fait-il? Il devrait sortir de là. Il devrait dire pour des raisons humanitaires, je le dois au reste du monde. C'est un problème mondial. Nous n'allons pas le résoudre par la puissance militaire. Mais je ne vois pas faire cela. Alors je pense qu'il va frapper. Il y a la déclaration de Trump, le blocus est génial, le blocus est infaillible à 100%, ce qui montre à quel point notre marine est bonne, militairement. Nous les avons anéantis, ils n'ont plus d'armée. Leur marine est au fond de la mer. Leur armée de l'air ne volera plus jamais. Maintenant, tout cela, c'est du discours politique. On s'y attend de la part de Trump. C'est la déclaration dont je parlais avec le professeur Fodizadi plus tôt aujourd'hui, et il semble que les Iraniens l'aient mal prise. Sa rhétorique nuit aux États-Unis parce que les Iraniens ne sont pas le genre de peuple qui veut être humilié. Et ils le lui ont dit, selon The Wall Street Journal, ils ont dit « Votre rhétorique nous rend plus difficile la négociation avec les décideurs ». Donc, il concède quoi que ce soit, il ne semble pas avoir changé sa rhétorique. Ici, il dit « Maintenant, ils doivent crier grâce ». C'est tout ce qu'ils ont à faire.
dire simplement nous abandonnons, mais leur économie est vraiment en difficulté. C'est une économie morte. Nous sommes donc dans une position où l'option 2 est un blocus économique pour voir qui cligne des yeux en premier. Combien de temps pensez-vous que les Iraniens pourraient soutenir cela? Je pense qu'ils pourraient le soutenir pendant des mois, je ne sais pas combien de mois, mais certainement de nombreux mois. Et ils ont les Russes et les Chinois qui vont les aider et les assister de toutes les façons possibles. Ils vont continuer à commercer avec tous ceux qui voudront commercer avec eux, et cela représente la majeure partie du monde. Donc je pense que le problème est beaucoup plus grand de notre côté. Ce n'est pas une guerre existentielle pour nous. C'est une guerre que nous n'avions jamais besoin de mener. Nous sommes impliqués dans cette guerre à cause d'Israël. Parce que monsieur Netanyahou a essentiellement dit non, nous pouvons gagner cela en quelques jours, et cela éliminera une menace existentielle pour Israël. Eh bien, cela ne s'est pas produit. La menace existentielle pour Israël est maintenant, à mon avis, encore plus grande qu'elle ne l'était avant le début de la guerre. Colonel, comment Trump peut-il accepter les demandes iraniennes? Je comprends qu'ils ont le dessus, et je pense que Trump a montré non seulement qu'il voulait s'en aller, mais qu'il était prêt à abandonner beaucoup des exigences initiales, des demandes initiales qu'il avait au début de la guerre. Mais nous sommes maintenant dans une position, et je dis à d'autres aussi, où les Iraniens demandent des choses qui seraient impossibles à accepter pour Trump. Accepter que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz sans limite de temps, détruit complètement l'image des États-Unis comme possédant la marine la plus puissante du monde, comme protecteur des mers et du commerce international, et comme armée la plus puissante du monde. Cela change l'ordre mondial où d'autres pays pourraient faire la même chose dans leur propre détroit. Je pense que cela diminue les États-Unis à un point tel que ce ne serait plus seulement une perte politique pour Trump, mais que cela aurait des conséquences catastrophiques pour les États. C'est pour le détroit d'Ormuz, et partir sans obtenir de concessions sur le programme nucléaire serait aussi une perte humiliante pour Trump. Il ne peut même pas, comme le dit Roy Cohn, transformer cela en victoire. Les Iraniens ne devraient-ils donc pas aussi concéder quelque chose? Je ne dis pas tout concéder. Demander la levée des sanctions, le dégel des avoirs, c'est leur droit. On peut dire qu'ils subissent une guerre économique depuis des décennies, très bien, et ils accordent des concessions sur le programme nucléaire, mais le contrôle du détroit d'Ormuz sans limite de temps semble être une demande assez extrême. Eh bien, les Turcs ottomans ont perdu la Première Guerre mondiale face à la Grande-Bretagne, mais les Britanniques ont accepté avec empressement la Convention de Montreux, qui a donné à la Turquie le contrôle du Bosphore et des Dardanelles, et les Turcs ont très bien géré cela. Donc je ne vois pas nécessairement le fait de concéder quelque chose que nous ne pouvons pas renverser comme catastrophique pour nous. Nous ne sommes pas entrés en guerre pour empêcher l'Iran de contrôler le détroit. Apparemment, personne n'a pris la peine d'envisager la possibilité que l'Iran puisse finalement le faire. Mais encore une fois, je ne pense pas que nous ayons compris à quel point ce complexe de renseignement, surveillance et reconnaissance, ainsi que la surveillance persistante basée dans l'espace, liée à toutes sortes de systèmes de missiles et de systèmes sans pilote au sol, pouvaient être aussi efficaces qu'ils se sont révélés l'être. Je ne pense pas que nous l'ayons apprécié à sa juste mesure. Nous en avons vu des preuves dans l'est de l'Ukraine, mais nous ne l'avons pas vraiment pris au sérieux. Encore une fois, le même problème que les Britanniques ont eu est un problème que nous avons. Nous avons tendance à prendre l'expérience acquise contre des adversaires faibles et à la transposer à une grande puissance. C'était une chose pour l'armée britannique d'affronter des tribus au Waziristan ou de massacrer des tribus soudanaises à la mitrailleuse en 1899. Mais affronter l'armée impériale allemande, c'était une toute autre affaire. Et ils étaient assez désespérés et ils ont combattu pendant 3 ans aux côtés des Français. Si nous n'étions pas entrés dans la guerre pour les sortir de là, ils auraient fini par devoir concéder la défaite. Ils auraient dû s'asseoir et négocier des conditions avec les Allemands, ce qu'ils ne voulaient pas faire. Nous les avons donc secourus. Il n'y a personne là dehors pour nous secourir. Je pense donc qu'une des deux choses doit se produire si
le président Trump ne parvient pas à accepter au fond de lui la réalité que c'est quelque chose qu'il ne peut pas gagner. Si il n'est pas prêt à faire des concessions et qu'il veut faire durer cela mois après mois, ce qui est une possibilité distincte que nous ne devrions pas exclure, même s'il commence à lancer davantage de frappes, ces frappes ne produiront pas l'effet qu'il souhaite. Cela signifie que même après avoir lancé davantage de frappes, il sera toujours coincé avec le même problème essentiel. Donc s'il ne se résout pas à accepter cela, que faites-vous, Mario? Vous destituez le président. Vous pensez que cela pourrait arriver? Oui, absolument. Revenons à ce que je suis sûr que tout le monde vous a déjà dit. Le peuple américain n'a jamais été consulté à ce sujet. Comment cette guerre a-t-elle pu éclater sans véritable consultation du peuple américain? On n'a pas demandé aux Américains de voter pour cela. Personne n'est allé devant le peuple américain pour lui présenter le dossier. Le président n'a jamais prononcé un discours disant « nous allons combattre l'Iran, nous allons faire la guerre à l'Iran et nous allons faire la guerre parce que les Israéliens ne veulent pas qu'ils aient des armes nucléaires. Et nous sommes d'accord avec cela. Et parce que les Israéliens ne veulent pas qu'ils aient leur arsenal de missiles balistiques et nous sommes d'accord avec cela. Et les Israéliens ne veulent pas que l'Iran coopère avec quiconque dans la région contre eux. Et nous sommes d'accord avec cela. Il n'a jamais construit l'argumentaire. Et s'il avait essayé de le faire, la plupart des Américains auraient dit « Quoi ? Pourquoi allons-nous encore à la guerre ? Parce que c'est ce qu'Israël veut. » Il n'a jamais expliqué au peuple américain le caractère essentiel de ce combat. Alors que faites-vous ? Eh bien, il n'a pas eu besoin d'aller au Congrès parce que le Congrès est sous l'emprise du lobby israélien. Le lobby israélien contrôle la Chambre. Il contrôle le Sénat. Il contrôle aussi évidemment Donald Trump et la Maison-Blanche. Et les gens disent « Oh, c'est pas vrai, il ne contrôle pas Donald Trump. » Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Si il ne contrôlait pas Donald Trump, il ne serait pas parti en guerre. Et pour ceux qui soutiennent, eh bien, c'est vraiment à propos de la Chine. L'idée serait de nuire à la Chine en étranglant le golfe Persique. Eh bien, c'est une idée assez stupide, parce que si vous essayez vraiment de faire cela, vous allez finir en guerre avec la Chine. Et la Chine n'est pas un adversaire faible. Et toutes les victoires que vous avez remportées contre les Irakiens, les Afghans, les Libyens ou qui que ce soit d'autre ne signifient absolument rien. C'est une pure puissance. C'est une méga puissance à tous les niveaux imaginables, une autre puissance continentale qui ne peut pas être conquise. Donc non, je pense pas que l'idée était d'aller en guerre pour nuire à la Chine. Des gens à Washington sont assez stupides pour dire, eh bien, c'est en quelque sorte un avantage inattendu. Nous nuisons à la Chine. Vraiment ? Cela signifie donc que les terres rares contrôlées par les Chinois, qui sont si vitales pour nos industries de défense et pour tant d'autres choses dans la vie privée et publique, n'ont aucun impact parce que les Chinois peuvent essentiellement nous couper l'accès. Et que faisons-nous alors lorsque nous voulons reproduire des missiles, qu'il s'agisse de Patriot, de missiles de frappe, d'avions ou d'autres choses ? Je pense donc qu'il est très stupide, à ce stade, de croire que cela va d'une manière ou d'une autre nuire à la Chine. La Chine est encore plus résiliente que l'Iran. Cela ne donnerait-il pas pourtant aux États-Unis un levier sur la Chine ? Évidemment, ce navire a maintenant quitté le port. Les jours où l'on parlait d'un contrôle américain du commerce ne sont plus sur la table. Maintenant, il s'agit seulement de sortir de la guerre sans subir une défaite humiliante. C'est ce que nous essayons d'obtenir et les Iraniens ne permettent même pas à Trump d'y parvenir. Pensez-vous qu'il y ait des éléments au sein du corps des gardiens de la révolution islamique qui non seulement ne veulent pas faire de concessions et se sentent enhardis après cette guerre, mais veulent en fait entraîner les États-Unis à nouveau dans la guerre? Il y a eu des rapports à ce sujet, mais il est impossible de savoir ce qui se passe en Iran. Mais est-il possible qu'ils veuillent attirer les États-Unis dans cette guerre pour épuiser davantage leurs munitions, causer davantage de tort et assurer une dissuasion à long terme afin qu'aucun président ne recommence cela? Est-il possible que l'Iran en soit là, ou du moins certains éléments du corps, des gardiens de la révolution islamique? Eh bien, je suis sûr qu'il peut y avoir des gens comme ça, mais je ne pense pas que cela caractérise l'objectif national. Je pense que l'Iran aimerait beaucoup voir la fin de cette guerre, mais l'Iran veut certaines choses, dont notre évacuation complète de la région. Je veux dire, ils sont fatigués d'être entourés de bases américaines à partir desquelles nous pouvons lancer des attaques.
Musta a dit cela aujourd'hui dans sa déclaration, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a parlé du fait qu'il ne devait plus y avoir de base américaine dans la région. Oui, absolument. Et je ne lui en veux pas du tout. Mais j'irai encore plus loin. Ces bases ne sont plus utiles. Pourquoi ne sont-elles plus utiles? Parce qu'elles peuvent être facilement attaquées et détruites avec quoi? Des armes guidées de précision, guidées depuis l'espace, avec l'avantage d'une surveillance persistante. Toute la stratégie militaire américaine, toute la structure de forces militaires américaines est coincée quelque part en 1944 et 1945. J'écoute des officiers des marines, de l'armée de terre et de la marine me dire que nous devons prendre le contrôle des premières et deuxièmes chaînes d'îles. Et vous essayez de leur dire, si vous allez vous asseoir sur une petite île, je suis certain que l'ennemi en sera ravi. Tout ce qu'il a à faire, c'est dévaster l'île. Combien de temps pensez-vous que Guam tiendrait dans une guerre avec les Chinois? 15 minutes? 30 minutes? Je veux dire, c'est fou. À moins d'avoir une île de la taille de Bornéo dans laquelle vous pouvez vous installer, tout ce que vous essayerez d'occuper et d'utiliser ne durera pas. Autrement dit, toute cette mentalité stratégique du 19e siècle et du milieu du 20e siècle est dépassée. Et ce que l'Iran a appris à faire, beaucoup d'autres puissances intermédiaires vont pouvoir le reproduire. C'est l'autre leçon. Oui, c'est un gros problème à long terme parce que beaucoup d'autres pays verront cela comme un précédent dans leur façon de traiter avec les États-Unis, ce qui est l'exact opposé de ce que nous avons vu au Venezuela. Nous en avons vu un capituler dans une certaine mesure, puis nous avons vu l'Iran faire exactement l'inverse. Et cela s'est retourné contre les États-Unis. Il y a un rapport qui est tombé aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez vu. L'UNULCOM vient de demander le déploiement du missile hypersonique Dark Eagle de l'armée américaine au Moyen-Orient pour une utilisation possible contre l'Iran. Le Dark Eagle est le premier missile hypersonique déployé par l'armée américaine, une arme hypersonique officiellement désignée Long Range Hypersonic Weapon. Il transporte un planeur hypersonique qui se déplace à une vitesse supérieure à Mach 5 avec une portée de plus de 1725 milles. Il est conçu pour frapper des cibles de grande valeur et sensibles au facteur temps que les armes actuelles ne peuvent pas atteindre à temps ou ne peuvent pas pénétrer, comme des installations souterraines renforcées, des bunkers de commandement profondément enfouis. Savez-vous quelque chose à propos de ce missile hypersonique auquel ils font référence? Eh bien, je sais ce que vous avez dit, je ne suis pas certain des affirmations qui sont faites, nous ne savons pas avec certitude ce qu'il fera ou ne fera pas en termes de puissance explosive. Il faudra donc attendre de voir, lorsqu'il sera employé, s'il fonctionne ou non comme prévu. Beaucoup d'armes employées au début de la guerre ukraino-russe n'ont pas fonctionné comme prévu, tant du côté occidental que du côté russe. Tant que vous ne commencez pas à utiliser ces choses, vous ne pouvez pas en être certain à 100%. Mais il est logique que le président Trump essaye de se convaincre que l'une de ces armes va sauver l'opération. C'est ce qui s'est produit au cours de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Il s'accrochait à tout ce qui promettait la victoire et il s'est tourné vers plusieurs systèmes d'armes miracles. Or, ces systèmes d'armes miracles auraient pu être extrêmement puissants s'il s'était engagé dans cette voie en 1940, mais il avait 4 ans de retard. Et franchement, ces armes n'ont rien changé à l'issue de la guerre. Je dirais que, en ce moment, nous sommes dans une position semblable. Alors nous faisons venir ces missiles hypersoniques, très bien. Combien de missiles hypersoniques allons-nous tirer? Combien pouvons-nous en produire et dans quel court laps de temps? Quelle intensité pouvons-nous soutenir avec ces armes? Ce sont toutes des questions essentielles. Je ne sais pas. Mais je soupçonne que vous ne pourrez pas faire grand-chose avec ce système d'armes particulier qui changera l'attitude et l'état d'esprit du gouvernement iranien. Et c'est pour les raisons que vous avez déjà soulevées. Quelle personne saine d'esprit s'assiérait pour négocier des conditions avec ce président actuel et son gouvernement et y croirait? Peut-on croire quoi que ce soit de ce que nous disons? Où est la preuve que nous respecterons nos promesses? Il n'y en a tout simplement pas.
L'un des traités les plus importants que nous ayons jamais signé était probablement le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité INF, et nous l'avons rejeté avec désinvolture. Et c'était un développement très important parce qu'il nous libérait, nous et les soviétiques à l'époque, de l'obligation de construire ces armes, parce que si vous en construisiez suffisamment, elles avaient une capacité de guerre à l'intérieur de l'Europe, qui est d'ailleurs beaucoup plus petite que ce à quoi vous avez affaire actuellement en Iran. Donc finalement, les deux parties ont dit « Très bien, nous allons éliminer cette catégorie ». Nous l'avons jetée par-dessus bord. Nous ne savons pas ce qui se passe maintenant. Nous avons abandonné tous les régimes de contrôle des armements sur lesquels nous comptions auparavant. Nous n'avons donc pas de surveillance. Nous ne savons pas avec une certitude absolue ce que possèdent nos adversaires potentiels et ils ne savent pas nécessairement ce que nous possédons. Donc mon point est le suivant. Pourquoi les Iraniens négocieraient-ils avec nous? Pour eux, le meilleur scénario, c'est que nous abandonnions et que nous partions. Le commandant de la marine iranienne a donc dit « Bientôt, nous révélerons quelque chose qu'ils craignent profondément juste à leur porte ». Vous avez aussi un autre dirigeant politique, le haut responsable iranien Mohsen Rezaei, qui a dit « Nous ne tolérons pas un blocus naval et si le blocus se poursuit, l'Iran répondra ». En même temps, Axios rapporte que Brad Cooper, le commandant du CENTCOM, informera Trump jeudi prochain, où le rapport est sorti aujourd'hui. Il l'informera donc dans une semaine sur les options de frappe militaire contre l'Iran. Les options comprennent des frappes courtes et puissantes contre des infrastructures iraniennes, des opérations terrestres pour saisir une partie d'Ormuz et une mission des forces spéciales pour prendre directement l'uranium iranien. Donc c'est comme tous ceux dont nous avons discuté, tout est discuté, toutes les options sont sur la table, apparemment selon Axios, et il y a eu un rapport similaire d'un autre média il y a quelques jours. L'Iran a très clairement indiqué que s'il est ramené dans la guerre, ce sera sans retenue. Ils vont cibler les infrastructures énergétiques dans le Golfe, fermer le détroit de Bab el-Mandeb et me couper Internet, colonel. Ils vont couper les câbles sous-marins ou les endommager pour les pays du Golfe. À quoi ressemble une guerre totale, ou d'abord une guerre qui n'est pas totale? Si Trump accepte l'une de ces recommandations de Brad Cooper, comment l'Iran répondra-t-il? À quoi ressemblerait une guerre? Et pourrions-nous tomber dans un piège d'escalade où une chose en entraîne une autre et nous nous retrouvons dans un autre bourbier? Eh bien, la vraie question est de savoir qui possède la domination de l'escalade. Est-ce nous ou les Iraniens? Et je dirais que les Iraniens sont maintenant en position de dicter l'escalade. Je pense aussi que l'appel du président Poutine hier au président Trump portait précisément sur cette question. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est dit dans cet appel, et il n'y a aucune raison que je le sache, mais je soupçonne plutôt que le président Poutine peut être dit au président Trump quelque chose dans le sens de ce que vous venez de dire. C'est une guerre existentielle pour l'Iran. Nous les attaquons encore, ou vous les attaquez encore, et ils répondront avec tout ce qu'ils ont. Ils n'ont aucun incitatif à modérer leur réponse. Ils n'ont aucun incitatif à croire quoi que ce soit que vous dites. La recommandation de Poutine était donc « ne retournez pas à la guerre, trouvez une autre sortie ». Et je suis certain que le président Poutine a offert de soutenir toutes les négociations qui seraient tenues. Et au bout du compte, si les Iraniens devaient accepter quoi que ce soit que nous mettrions sur la table, j'imagine qu'ils voudraient des garanties chinoises et russes que ces pays soutiendront l'Iran si ces accords sont violés. Je pense donc que les Iraniens sont maintenant aux commandes. Ils ont l'initiative stratégique, ils peuvent dicter l'escalade. Nous sommes limités. Nous sommes encore à 6000 ou 7000 milles de chez nous. Tout nécessite un transport sur une grande distance pour atteindre l'espace de bataille et nous usons beaucoup d'équipements, nous usons beaucoup de personnel. J'étais content de voir que le Gerald Ford rentre à la maison parce que ces pauvres gars ont besoin d'une pause. Ils ont traversé beaucoup de choses. Les gens savent pas ce que c'est que de prendre la mer pendant de longues périodes. Et tout l'équipement a besoin d'entretien. Donc, en ce moment, nous sommes réduits à 2 groupes aéronavals, plus tout ce que l'armée de l'air peut mobiliser. Et maintenant, ils regardent ces missiles hypersoniques qui, à ma connaissance, ont peut être été testés, mais certainement jamais testés en conditions de combat.
C'est une mesure de désespoir, Mario, de la part du président Trump. Que puis-je trouver? Que puis-je obtenir? Que puis-je utiliser pour forcer ces gens à se soumettre à moi? Et mon point est le suivant. Monsieur le Président, il n'y a rien que vous puissiez faire pour contraindre les Iraniens à se soumettre aux exigences israéliennes, ce qui est vraiment la raison pour laquelle nous menons cette guerre. Et il n'y a aucun incitatif pour la Russie, la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, le Vietnam ou qui que ce soit d'autre à intervenir pour arrêter cela. Beaucoup de gens en ce moment regardent ce qui nous arrive et ils voient un retour de bâton pour notre arrogance extrême et les mauvais traitements infligés à tant de peuples dans le monde pendant tant d'années. Les Américains ne comprennent pas cela. Aux États-Unis, toute personne portant l'uniforme militaire américain porte en permanence un chapeau blanc. C'est le bon gars. Tous ceux qui le combattent sont les méchants. Mais le reste du monde ne voit pas les choses de cette façon. Et je pense qu'en ce moment, beaucoup de gens aimeraient nous voir embarrassés. Je pense donc que le geste intelligent pour le président Trump est de revenir à ce que j'ai dit, c'est une crise terrible. Elle nuit à tout le monde. Il est temps d'ouvrir le golfe Persique. J'ordonne la suspension de toutes les opérations militaires contre l'Iran et je désengage nos forces de la région. Nous trouverons une autre voie et nous accueillerons la médiation de puissances prêtes à nous aider à résoudre nos différends avec l'Iran. Mais encore une fois, il y a un problème, Mario. Il y a un tiers. C'est Israël. Israël a toujours voulu la destruction de l'Iran. C'est de cela que parle cette guerre, de leur point de vue. Je pense qu'ils ont eu les yeux plus grands que le ventre. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne pense tout simplement pas qu'ils puissent continuer. J'ai le sentiment que Trump est vraiment furieux après cette guerre et les renseignements qu'on lui a fournis. Je ne serais pas surpris qu'ils s'en prennent vraiment à eux. Il y a un commentaire qu'il a fait, quelques commentaires à ce sujet, et aujourd'hui il a dit que il avait appelé Netanyahou hier. Il a dit, je lui ai dit qu'il devait agir de manière plus chirurgicale au Liban, ne pas démolir des bâtiments. C'est trop terrible. Cela donne une mauvaise image d'Israël. C'est pas quelque chose de trop agressif. Je pense que il a dit quelque chose de plus agressif contre Israël. Il a dit quelque chose du genre « j'ai ordonné » ou les États-Unis ont ordonné à Israël de cesser d'attaquer le Liban. Donc j'ai le sentiment qu'au moins maintenant ce n'est que de la rhétorique et cela s'est déjà produit. Les actions doivent suivre. Mais le cessez-le-feu tient au Liban dans une certaine mesure, très différente d'avant. N'y a-t-il pas une possibilité que nous voyons cela comme la goutte qui fait déborder le vase et que Trump déclenche ce qui est de toute façon inévitable, c'est à dire un changement massif aux États-Unis contre la politique étrangère israélienne ou contre l'influence israélienne sur la politique étrangère américaine. Eh bien, s'il y a assez de pluie et de soleil, je suppose que l'herbe autour de ma maison va prospérer. Vous posez une question à laquelle je ne peux pas répondre, et vous la posez avec espoir. Je ne vois aucun espoir. Si vous êtes israélien en ce moment et que vous soutenez M. Netanyahou, c'est votre chance, parce qu'en ce moment, il a le contrôle complet des forces armées des États-Unis. C'est lui qui est vraiment aux commandes. Si les gens ne l'ont pas compris, lorsque M. Vance a quitté la réunion, a pris le téléphone et a appelé Netanyahou. Alors je ne sais pas quoi leur dire. Donc, tant que cela ne change pas fondamentalement, non, je ne pense pas que nous verrons quoi que ce soit de magique ou de bon sortir de cette relation. J'espère qu'il a appelé Netanyahou, non pas pour obtenir son avis sur l'accord de paix, mais pour lui dire que le Liban serait inclus. Du moins, j'espère que c'est le cas. Écoutez, l'espoir est éternel. Ma dernière question pour vous, colonel, concerne la Chine. À quel point la Chine a-t-elle été impliquée dans cette guerre ? Il y a eu le cargo saisi par les États-Unis, qui contenait apparemment un cadeau selon Trump, en provenance de Chine, quelque chose que Trump a dit être classifié, il ne peut pas parler de ce qu'il y avait dans ce cargo. Il y a eu des rapports selon lesquels la Chine a livré non seulement des manpads à l'Iran, mais aussi des systèmes de défense aérienne, les HQ-9. À quel point pensez-vous que la Chine a été impliquée ? Elle a aussi son navire de renseignement près du golfe Persique pendant toute la guerre. Il y a eu des rapports selon lesquels elle a offert du renseignement à l'Iran. À quel point a-t-elle été impliquée ? Mais plus important encore, si la guerre se poursuit, jusqu'où ira son implication ?
Je pense que les Chinois sont aussi impliqués qu'ils peuvent l'être sans entrer en guerre contre les États-Unis. Et je pense que c'est là que cela s'arrête. Contrairement à ce que pensent les gens à Washington, il n'y a personne à Beijing et personne à Moscou qui veut faire la guerre aux États-Unis. Ils ne le veulent pas. Maintenant, le problème, c'est qu'aux États-Unis, les gens bombent le torse et disent « Eh bien, c'est parce que nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus grands, nous sommes les plus redoutables. » Non, c'est parce que la guerre est une idée très stupide. La guerre est trop destructrice. Elle nuit à l'activité commerciale. Elle détruit les niveaux de vie. Personne ne veut y toucher. C'est nous qui parlons de guerre. Lorsque vous allez dans des conférences en Asie, ce sont toujours les États-Unis qui essaient de convaincre tout le monde de se joindre à eux dans une sorte de nouvelle relation trilatérale pour attaquer la Chine. Très récemment, nous avons eu le général 4 étoiles de l'armée en Corée, un endroit où les gens aimeraient beaucoup que l'armée américaine parte et rentre chez elle. Nous sommes là depuis plus de 70 ans. Ils en ont assez. Ils pensent que nous devrions partir. Ils ne se sentent pas menacés par la Chine et ils savent que la Corée du Nord ne va pas les attaquer. Mais il a fait un commentaire public et a dit qu'il était temps pour nous de lier le Japon, la Corée et les Philippines afin de construire ce qu'il appelait un kill web dirigé contre la Chine. Ce dont il parle réellement, c'est de ce que vous voyez en Iran. Un système de frappe ISR avec des moyens de renseignement, surveillance et reconnaissance de tous types, du fond marin à l'espace, liés à toutes sortes d'armes d'attaque à distance, de longue, moyenne et courte portée, et tout cela pointé vers la Chine. Vous savez, nous avons une batterie de missiles balistiques de théâtre installée sur l'île septentrionale de Luçon, aux Philippines, pointée vers la Chine. Je veux dire, si vous êtes chinois et que vous écoutez ce non-sens, que vous voyez où nous sommes et ce que nous faisons, vous êtes convaincu que vous devez rester sur vos gardes. Vous voulez pas la guerre, mais vous regardez les gens au pouvoir à Washington et vous dites « ces gens veulent la guerre ». Donc l'Iran, qui est un fournisseur majeur de produits pétroliers pour nous, est quelqu'un que nous allons aider et soutenir. Il est aussi vital pour l'initiative des nouvelles routes de la soie. Et toute cette initiative des nouvelles routes de la soie n'est pas née parce que quelqu'un en Chine s'est réveillé en disant « reconstruisons la route de la soie qui fonctionnait efficacement lorsqu'elle était sous l'Empire mongol ». Non. Ils ont dit « nous devons avoir une alternative au commerce maritime parce qu'il existe cette organisation dans le Pacifique. Elle s'appelle la Marine américaine. Nous ne savons pas quand ils essaieront de nous imposer un blocus. Nous ne savons pas quand ils essaieront de détruire nos ports et de nous empêcher de faire des affaires. Nous avons donc besoin d'un réseau de routes et de chemins de fer partout en Asie centrale qui descendent jusqu'en Iran, puis éventuellement, je le soupçonne, à travers Suez et vers l'Afrique, ainsi que jusqu'à Rochefort, en France, sur la côte ouest. Ces choses sont vues comme des nécessités stratégiques, comme vitales pour la sécurité nationale chinoise. Donc oui, les Chinois vont faire tout ce qu'ils peuvent pour aider et soutenir les Iraniens afin qu'ils survivent à cette expérience. En passant, les Russes font aussi beaucoup, mais les Russes sont encore immobilisés dans l'est de l'Ukraine parce que le président Poutine a espéré contre toute attente pendant des années qu'il pourrait négocier la fin de la guerre. Je pense qu'il commence finalement à comprendre que non, personne ne va s'asseoir et négocier avec lui. Maintenant, cela peut changer si nous nous débarrassons de Merz à Berlin, de Starmer à Londres, de Macron en France, mais jusqu'à ce que cela arrive, il devra gagner la guerre une fois pour toutes. Et je pense que c'est là que les Russes se dirigent. Donc l'Iran ne recevra pas autant de la Russie que de la Chine. Mais tout le monde nous regarde à travers la même lentille. La lentille à travers laquelle nous regardons le reste du monde est déformée, elle est irréaliste, elle ne correspond pas. Nous sommes déphasés par rapport à la réalité sur cette planète. Nous ne voulons pas vivre dans un monde où nous ne sommes pas la puissance hégémonique. Et c'est de cela qu'il s'agit au bout du compte. Et dans l'esprit de Trump, s'il ne peut pas écraser l'Iran et le forcer à se soumettre, alors nous sommes dans de gros ennuis. La possibilité que nous n'ayons pas besoin de faire cela, que toute cette guerre aurait pu être évitée, que les Israéliens devront apprendre à vivre comme un État normal au Moyen-Orient, ces choses ne lui viennent pas à l'esprit. Et c'est le problème. Donc on revient à votre question initiale, où allons-nous maintenant ?
J'ai beaucoup de mal à croire qu'il ne va pas, dans son esprit, déchaîner l'enfer dans une tentative de dernière minute pour essayer de mettre l'Iran à genoux. Cela ne fonctionnera pas. Et je n'exclurai pas la possibilité que les Iraniens démontrent certaines capacités que nous n'avons pas encore vues. Je pense que cela arrivera. Très bien. Donc je devrais faire mes valises ce soir et quitter encore une fois les Émirats Arabes Unis, colonel, d'après ce que vous dites. Je pense que cela mérite d'être sérieusement envisagé. C'est dommage à entendre. Eh bien, colonel, je vous remercie de prendre le temps comme toujours. Merci beaucoup, et je suis certain que nous nous reparlerons, espérons-le dans de meilleures circonstances. Je suis désolé d'être aussi déprimant. Pas du tout, colonel. Merci beaucoup, monsieur. Avec une série de blagues à l'avenir. Nous les planifierons d'avance. Merci, colonel. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt